Bonsoir. La situation en Ukraine avec un conflit qui s'éternise, mais aussi un ton qui se durcit côté russe. On avait aujourd'hui ces menaces de Vladimir Poutine qui a dit si les Occidentaux continuent de livrer des armes sophistiquées à l'Ukraine, nous allons changer vers des cibles plus originales. On ne sait pas trop ce qu'il a voulu dire par là. Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans ces menaces de Poutine? D'abord, j'entends un Poutine qui est frustré par son échec. C'est depuis le mois de février qu'il a essayé d'envahir l'Ukraine. Il a échoué dans sa tentative d'envahir la capitale Kiev et d'imposer un gouvernement pro-russe. Donc c'est un Poutine qui a échoué, mais on se dirige vers une espèce de guerre de position, de tranchées, où finalement il y a un certain immobilisme avec les positions qui bougent des deux côtés, une guerre d'usure, en d'autres termes, avec une armée ukrainienne qui se bat, un Occident qui fournit des armes de plus en plus sophistiquées, une aide américaine très importante, et donc Poutine comprend bien qu'il ne parviendra pas à atteindre ses buts de guerre, et donc il menace. Mais je vous rappelle qu'il menace, Jean-Charles, depuis le début de la guerre. Dès le début, il avait dit que si jamais les Occidentaux se mêlaient de ce qu'ils ne regardaient pas, eh bien il verrait une revanche très terrible. Enfin, en gros, il avait menacé d'utiliser l'arme nucléaire. Donc je pense qu'il ne faut pas jamais sous-estimer Poutine. D'un autre côté, il faut également prendre les choses avec un grain de sel, puisque c'est pas la première fois qu'il menace. Et je pense qu'il est indispensable que l'Occident et les Ukrainiens persévèrent dans cette ligne ferme pour ne pas laisser Poutine gagner, et que si on veut qu'il y ait une négociation, il faut d'abord que Poutine réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de négocier, et ce n'est pas sûr que nous soyons encore à ce point-là. Alors, il y a eu un autre incident aujourd'hui qui est aussi assez inhabituel. C'est le ministre russe des Affaires étrangères empêché de se rendre en Serbie pour une visite diplomatique. Est-ce que vous trouvez que les pays frontaliers de la Serbie qui ont fermé leur espace aérien ont eu raison de le faire ? Oui, bien sûr, puisque si les espaces aériens sont fermés, ils sont fermés pour tout le monde. La Russie, aujourd'hui, est au banc des nations à cause de son agression, de ses crimes de guerre. Et je pense que s'il y a une politique, et il y a une politique de fermer les espaces aériens européens aux vols russes, cela doit s'appliquer à tout le monde. Et encore une fois, il est important que la Russie et ses dirigeants, pas le peuple russe, mais les dirigeants qui sont responsables de cette politique, en payent le prix. Évidemment, les sanctions économiques, tout le peuple russe en paye le prix. Mais il est important, justement, que Poutine et son entourage, ce soit eux qui payent le prix de leurs décisions, de leur folie, de cette attaque non provoquée contre l'Ukraine. Et donc oui, je pense qu'il faut absolument maintenir ce genre de sanctions, les espaces aériens, les sanctions économiques contre les oligarques et contre Poutine et son entourage, puisque ce sont eux qui sont responsables de cette guerre, et donc c'est à eux d'en payer le prix. Alors aujourd'hui, il y a des combats très violents qui ont lieu dans l'Est. Certains disent que la Russie, malgré cela, est en train de perdre la guerre. Est-ce que vous avez l'impression que ce conflit tourne aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, comme vous le disiez tout à l'heure, on est dans une espèce de guerre d'usure qui peut durer comme cela encore des mois? Je pense qu'on se dirige vers une guerre d'usure, et la question ensuite de savoir qui va fléchir le premier. N'oubliez pas, Jean-Charles, que l'économie russe souffre énormément des sanctions qui lui ont été imposées. Je rappelle également que même si on remonte à la Première Guerre mondiale, la Russie à l'époque est la première qui avait fléchi, justement parce que son économie ne pouvait pas tenir. C'était une économie qui n'était pas du tout au niveau de celle de l'Allemagne et des pays occidentaux. Et aujourd'hui, la Russie, à long terme, ne pourra pas tenir avec les sanctions, et également, il y a un manque de motivation auprès des soldats russes que l'on envoie sur le front comme de la chair à canon. On leur a dit que c'était une opération militaire qui allait durer quelques semaines. Ils sont mal équipés, il y a un véritable manque de motivation. Même si effectivement ils sont victimes d'un système de propagande, mais ils savent quand même quelle est la réalité sur le terrain. Donc je pense que là, il y a de bonnes chances effectivement pour que la Russie finisse par admettre sa défaite, mais ensuite il y a effectivement la question, le danger d'un Poutine désespéré qui pourrait peut-être, Dieu ne plaise, utiliser des armes non conventionnelles pour essayer de venger son humiliation. Donc il y a là, nous entrons dans une étape très délicate où il faut finalement gérer au jour le jour ce conflit, pour à la fois être sûr que Poutine ne puisse pas avancer, mais sans non plus l'humilier outre mesure, et arriver à une espèce d'équilibre où on pourra peut-être arriver à une forme de négociation, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour arriver à une négociation crédible, il faut que l'Occident et les Ukrainiens continuent de se montrer très fermes. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv.